Après les annonces de ces mesures de relance, eh bien, les actions chinoises ont-elles encore du potentiel? Réponse avec vous, Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Le CSI 300, qui regroupe les plus grosses capitalisations boursières de Shenzhen et de Shanghai, a bondi de 16% la semaine dernière, plus forte hausse hebdomadaire depuis 2008. Il se passe quelque chose? Je veux dire, il y a eu ces mesures de soutien qu'on a commentées, de relance de l'économie, notamment à destination de l'immobilier. Tout ça a plu aux investisseurs? Oui, d'autant plus que personne n'a de la Chine aujourd'hui. Il y a eu un désamour du marché chinois, alors pour plein de raisons, hein, effectivement, des problèmes de conjoncture, des pressions sur l'immobilier, l'émergence aussi de pays concurrents dans la zone, hein, je pense notamment à l'Inde, le rebond du Japon également, qui a fait que les investisseurs internationaux se sont totalement détachés du marché chinois jusqu'à devenir effectivement sur des valorisations qui devenaient extrêmement Un des marchés basses. boursiers les plus mal valorisés au monde. Ça se payait rien. Avant le rebond, ça se payait entre 10 et 12 fois les bénéfices avec des sociétés qui ont des fois des taux de croissance de 50 à 60%. Même quand c'est à prix bradé, quand on n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc il n'y avait personne, il y avait même beaucoup de positions short, hein. Le mouvement qui s'est opéré, il est quand même à la fois lié effectivement à ce flux de bonnes nouvelles venant du Politburo et ces mesures de relance. Après, ce n'est pas les premières. Il y a déjà eu des mesures de soutien qui ont été annoncées par Pékin. C'était au mois d'avril. Qu'est-ce qui a changé avec ce nouveau plan de soutien à l'économie chinoise? Alors, il y a un aspect concret. Alors, il y a eu l'impact mécanique, bien sûr, sur les annonces concernant les taux d'intérêt, les taux hypothécaires, mais également les réserves obligatoires, qui va créer de nouveau la possibilité, notamment aux grandes institutions financières, de pouvoir investir directement sur le marché action. Et il faut bien comprendre la psychologie quand même chinoise. Les investisseurs chinois, on l'a vu avec l'immobilier, alors je pesais mes mots, on parle d'effet moutonnier, mais il y a un effet d'entraînement qui est relativement fort. C'est-à-dire qu'on a eu une déconvenue assez forte sur le marché de l'immobilier pour plein de raisons, hein, et notamment aussi une raison démographique. Et là, on a ouvert une porte. Et vous avez vu, hein, ces nouvelles venant de Chine, les gens se ruent dans les banques, quitte à réouvrir même le week-end et la nuit pour pouvoir de nouveau investir. Il y a très peu d'investisseurs privés chinois, on va dire. On estime aux alentours de 10% Dans l'immobilier? Non, dans les actions. Ah, on parle des actions. Tout à fait. Et alors, c'est vrai aussi, d'ailleurs, hein, c'est l'effet d'entraînement qu'on a eu. Alors, ces nouvelles, elles interviennent hyper bien puisqu'elles arrivent au moment de la Golden Week. C'est d'ailleurs une semaine où on a tendance à voyager, à faire beaucoup de cadeaux. Et ces annonces ont eu un effet extraordinaire. Par exemple, on a des records de fréquentation à Macao, dans les casinos. Donc, de nouveau, les gens ont décidé de voyager, de dépenser. Sur l'immobilier, par exemple, j'ai vu une statistique récemment sur Shenzhen, plus 500% sur de l'immobilier neuf pendant la Golden Week. Donc de nouveau, il y a un effet richesse qui est en train de se créer. Alors pas seulement bien sûr sur l'immobilier, mais surtout sur les actifs risqués, les actions. Et on a beaucoup plus de demandes aujourd'hui de ménages qui ont été déçus quand même et qui ont énormément de réserves d'épargne, hein. L'épargne Covid, hein, tout ce que les Chinois n'ont pas pu dépenser pendant le Covid, à la différence de nombreux pays, on l'a vu par exemple aux États-Unis, ça fait de nombreux mois que l'épargne Covid a été dépensée. En Chine, elle est encore présente. Et là, on avait finalement un manque d'opportunités. Ils ont trouvé cette opportunité avec la bourse qui explique ce mouvement. Bon, est-ce qu'il peut y avoir aussi un changement de psychologie des investisseurs, notamment étrangers, internationaux, sur la Chine? Oui, on commence à avoir ce qu'on appelle des inflows, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des flux rentrants sur ce marché. Alors pour l'instant, c'est assez négligeable. On parle de quelques centaines de millions, voire 1 milliard d'inflows sur le marché chinois. Attention, inflows, ce sont des... c'est les flux rentrants d'investisseurs. Okay. Attention, le marché chinois, en tout cas sur le domestique, était encore fermé, hein, puisqu'on est à la Golden Week. Donc ça traite sur les dérivés, sur les futurs, ça traite sur le Hang Seng. Là, on va avoir mardi la réouverture des marchés domestiques. Donc on risque d'avoir un emballement, à mon avis, sur ce marché-là, qui va faire que effectivement, ça peut être une petite course, course à l'échalote, hein, sur un marché qui est... Ça donne quoi sur plusieurs années? Je sais que ça a beaucoup baissé, qu'il y a eu des rebonds de la bourse chinoise. C'est très compliqué parce que là, on est par exemple, si on regarde le Hang Seng à 16 000, 17 000 points, ça c'était avant les annonces. Grosso modo, c'est un marché qui est même négatif sur les dernières années.
Ouais. Donc c'était très très difficile. C'était un marché qui était reparti sur une dynamique extrêmement positive à partir de février, parce qu'il y avait le nouvel an chinois, l'année du dragon de bois, plutôt positif sur le marché action, quelques mesurettes qui ont été annoncées. Il repartait bien, mais c'est vrai qu'avec les inquiétudes qu'on avait notamment sur la croissance et la consommation, l'indice de confiance chinois il était extrêmement bas, et même historiquement bas. Donc là, on retrouve une dynamique extrêmement favorable sur ce marché-là. Qui a mangé donc son pain noir? Oui. Alors je pense, honnêtement je pense. Alors attention, il faut juste mesurer les annonces parce que l'annonce, par exemple en 2008, les annonces qui ont été faites en 2008 au moment de la crise financière, les annonces c'était plus de 10%, 11% du PIB qui était réinjecté dans le système. Là, on va dire que pour l'instant c'est des mesurettes, mais qui quand même changent la psychologie des investisseurs. Et surtout, on a des boîtes extraordinaires. Aujourd'hui. Vous avez, là, il y a aussi une frénésie de demande de véhicules électriques pendant la Golden Week. Les BYD aujourd'hui est leader sur l'électrique. Finalement, lorsqu'on regarde son niveau de valorisation, c'est extrêmement attractif. Quand on regarde des Pinduoduo, vous savez, c'est Temu, on est à 60-70% de croissance. C'est des boîtes qui aujourd'hui sont valorisées entre 10 fois et 20 fois les bénéfices, malgré ces taux de croissance. Donc je dis pas bradé avec de la forte croissance. Oui, en plus technologiquement. C'est à la fois value et grosse en même temps. Oui, vous cochez toutes les cases. Alors on sait que c'est un marché extrêmement compliqué. Alors par contre, la nouvelle, finalement, c'est une nouvelle de relance. C'est aussi, vous savez, on a eu un problème de réglementation sur le secteur technologique. C'est un secteur qui a été extrêmement réglementé par le pouvoir central ces dernières années. On se rappelle notamment le secteur de l'éducation, sur lequel on ne pouvait même plus faire de profit. Ça donne quand même le sentiment que le pouvoir central, qui a cette volonté de garder finalement un seuil psychologique de 5% de croissance. Nous, on rêverait d'avoir 5% de croissance, mais pour eux, en dessous de 5% de croissance, on est en récession. Donc, ils font tout pour maintenir ces niveaux de 5% de croissance. Est-ce qu'on ne va pas aussi, finalement, faire pas une dérégulation, mais en tout cas lâcher un peu du lest sur ce secteur technologique qui a été énormément mis sous pression et ce qui explique pourquoi la valorisation est extrêmement attractive aujourd'hui. Après, le potentiel, encore une fois, de rebond, de poursuite du rebond de la bourse chinoise dépendra évidemment des élections américaines. Oui, évidemment, puisqu'on connaît les... Alors après, c'est aussi les nouvelles, c'est que le marché domestique chinois, tenu par une consommation, je ne vais pas dire qu'il est autosuffisant, est-ce qu'il a besoin vraiment du marché américain? Non, mais c'est une guerre commerciale. C'est une guerre commerciale, oui, mais après... Bon, on avait vu l'impact de cette guerre commerciale les années précédentes et notamment à l'époque de Trump, ça avait quand même impacté. Je pense que le marché aujourd'hui, même avec une guerre commerciale, il est quand même, à mon avis, suffisamment faiblement valorisé pour pouvoir tenir quand même un rebond. Une des bourses les moins chères du monde. C'est pour moi au moment où on se parle, la plus attractive, quand même avec l'épée de Damoclès d'une réglementation qui viendrait se remettre en place sur ce marché-là. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci. Merci David.